Il y a tout juste quelques instants, le Wall Street Journal a rapporté qu'une frappe de missiles iranienne avait touché un pétrolier transportant 2 millions de barils de brut, près du détroit d'Ormuz. C'est ça, le conflit en cours. Les deux camps cherchent à dominer la région. D'un côté, les États-Unis. Ils ont levé le blocus dans le détroit d'Ormuz. Ils sont toujours présents, utilisant par exemple des bases en Jordanie pour mener ces frappes, comme celle d'hier soir. Et de l'autre côté, l'Iran, qui fait partie intégrante de la région, de sa géographie, et qui contrôle ce commerce. Est-ce que selon vous, ce jeu auquel se livrent Washington et Téhéran, c'est une question de savoir lequel des deux tiendra plus longtemps que l'autre? Ah, celle-là est facile, Nima. Merci de m'avoir lancé une balle aussi simple. Nos dirigeants militaires et politiques souffrent de myopie. Ils sont littéralement myopes. Ils ne voient une carte que si elle est à toute petite échelle, d'accord? Ils ne voient pas à quoi ressemble l'Asie de l'Ouest où se trouvent les Russes, comment tout ça est disposé. Et ils ne savent pas faire la différence entre un endroit comme Bahreïn et Norfolk. Franchement, c'est pourtant évident. Alors, comment tu expliques ça? Eh bien, j'ai posé la question à Larry Wilkerson, un très bon ami à moi. Je lui ai dit, Larry, il n'y a vraiment aucun haut gradé, aucun général qui se dise, bon, commençons par le plus basique. Regardons la carte. Pensons aux lignes d'approvisionnement, aux munitions, à ce qu'on a et à ce que l'autre. Alors, ils ne font plus ça maintenant. Et il m'a dit, eh bien, jusqu'au grade de colonel, oui, et peut-être jusqu'aux généraux, une étoile. Enfin, un général de brigade, je suppose. Mais après, c'est comme s'ils subissaient une lobotomie. Toute leur capacité de raisonnement disparaît, et ils sont promus uniquement sur la base du politiquement correct. Et bien sûr, Austin pousse ça à l'extrême. Pourquoi a-t-il viré Donahue? Le général Donahue, 4 étoiles, un grand commandant des forces en Europe. Je ne sais pas, mais à mon avis, Donahue est allé le voir en lui disant « Écoute, t'as des marines, t'as la 82e division aéroportée dans le golfe Persique, laisse tomber. Si tu penses les envoyer en Iran, moi je démissionne. » Alors j'ai dit quoi? Oui, ça marchera pas. Tu vas juste faire tuer une partie de mes gars, de nos gars. D'accord, je vais en tenir compte. 2 heures plus tard, Donahue a été viré. Donc vous avez des gens complètement fous comme ça qui dirigent les choses, et Larry connaît ces types. Franchement, il devrait être général lui-même, mais évidemment, il n'était pas politiquement correct, surtout sur la question d'Israël. Donc oui, c'est vraiment le chaos. Mais comme en Asie du Sud-Ouest, c'est pareil en Ukraine. Bon sang, ils auraient dû regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a à côté de l'Ukraine? Ah, ce qu'on appelait autrefois l'Union soviétique. Aujourd'hui, ça s'appelle la Russie. Est-ce qu'ils ont... Enfin bref, je ne vais pas continuer, mais les Russes, les Chinois et les Iraniens regardent tout ça et se disent, premièrement, ces types ne savent vraiment pas comment faire la guerre. Ils ne comprennent rien aux lignes de communication, ni à l'approvisionnement. Des choses de base, vraiment de base. Mais l'autre problème, c'est qu'ils sont tellement imprudents qu'on ne peut pas prévoir ce qu'ils pourraient être poussés à faire. Donc on doit avancer avec prudence, de manière mesurée. Et j'ose dire que ce que font les Iraniens imite, d'une certaine façon, ce que les Russes font en Ukraine. Nous avons l'avantage. Nous n'allons pas nous laisser provoquer au point de faire quelque chose qui déclencherait une attaque irrationnelle. Un geste imprévisible de la part du maître de l'imprévisible par excellence, notre président. Comment s'appelle-t-il déjà? Donald Trump. Ray, tu as mentionné le cas du Liban. Je pense que puisque le Liban est l'un des éléments importants du protocole d'accord, la première clause de ce protocole concerne justement le Liban. Et en gros, si on regarde le texte, on voit qu'il oblige Israël à se retirer du Liban, en fait. C'est exact.
Oui, puisqu'ils doivent arrêter les attaques. Et vous savez, tout tourne autour du retrait du Liban. Et on voit bien le gouvernement libanais qui est sorti hier pour annoncer une sorte d'accord avec les Israéliens. Le gouvernement, oui. Voilà. Oui, Le gouvernement, c'est une institution permanente des États-Unis. Vous voyez, un petit jeu de mots. Je dis que le président ou le premier ministre Aoun n'est pas vraiment maître de lui-même. Il a été placé là par les Israéliens et par les Américains. Donc, toute initiative venant de lui, à moins que le Hezbollah n'y voie un réel intérêt pour lui-même, et qu'il estime peut-être que les Israéliens prennent enfin au sérieux la menace du Hezbollah. Une menace qui, je sais, ne vient pas de nulle part, mais qui est bien plus forte que ce que nous pensions. Eh bien, tout ça va continuer. Alors, si ces choses ne sont pas prises au sérieux, encore une fois, l'Iran va imposer sa volonté, avec son contrôle du détroit, avec sa capacité à résister à ce que les États-Unis peuvent lui opposer de pire. Des États-Unis qui, rappelons-le, disposent d'un nombre limité de Tomahawk, d'un nombre limité d'autres armes avancées, et qui en viennent à cannibaliser des unités en Corée du Sud et au Japon pour renforcer Taïwan. Je veux dire, tout ça a un côté un peu irréel. Mais si j'étais iranien, russe ou chinois, je me dirais, bon, regardons comment tout ça va se dérouler et voyons comment ça s'articule avec les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis. Est-ce que Trump s'en fiche vraiment? Eh bien non, en fait, il s'en soucie. Il veut que ce détroit reste ouvert avant qu'une dépression mondiale ne frappe. Et il ne peut pas y arriver sans freiner Netanyahou, sans lui dire « Écoute, le Liban c'est fini, on arrête avec le Liban ». Tu as mentionné Nima et ça m'a vraiment interpellé, ces 15 points ou peu importe combien il y en a. Le premier, d'accord? Le premier c'était un paragraphe, 2 phrases. Et dans ces 2 phrases, un pays est cité 3 fois. Ce pays, c'est le Liban. Alors, moi je dis depuis un moment que comparé à ces cheikhs du Golfe, riches en pétrole, qui n'ont jamais vraiment montré qu'ils se souciaient du sort des Palestiniens, du Hezbollah ou de qui que ce soit d'autre, l'Iran se distingue, à mes yeux, par une attitude que je qualifierais de principielle, presque édifiante, avec une sorte de penchant altruiste dans cette logique de résistance. Des gens comme John Mearsheimer et moi, je ne parle pas en son nom, bien sûr, mais je peux très bien me dire, si l'Iran pouvait obtenir un accord correct avec les États-Unis, pourquoi insisterait-il pour maintenir la pression au Liban? Bon sang, pourquoi l'Iran ne ferait-il pas comme les pays du Golfe? Dire simplement, on est vraiment désolé pour ce qui se passe au Liban, mais on verra ça plus tard. Faisons d'abord notre petit arrangement. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est de l'altruisme ou une forme de solidarité mutuelle à laquelle en Occident on n'est pas habitué? Qu'en pensez-vous? Je pense que pour l'Iran, Ray, la question de la Palestine et celle du Liban sont avant tout des questions morales. C'est profondément lié à ce qui s'est passé en 1979, quand le nouveau gouvernement est arrivé après celui du Shah, le régime précédent. En gros, l'Iran cherche une forme de justice pour toute la région. Il n'aime pas ce qui se passe en Palestine. Les nouveaux rapports publiés récemment montrent comment des Israéliens tuaient des enfants en Palestine, en les tuant systématiquement. Et c'est pour cette raison que l'Iran insiste autant sur le Liban. Pour l'Iran, Ray, l'idée, c'est que le Liban doit être le cimetière du grand Israël. C'est pour ça qu'ils sont piégés au Liban. Vous voyez ce qu'ils font là-bas. Ils essayent de tout détruire. Mais regardez, à chaque fois qu'ils pensent que le Hezbollah s'affaiblit à cause des assassinats ou des attaques, en réalité, rien de tout ça ne se produit. C'est pour cette raison que l'Iran est sorti renforcé de cette guerre. Je pense que la nouvelle position de l'Iran
qui soutient désormais le Hezbollah sur le plan militaire. Avant, c'était surtout logistique. Ils aidaient le Hezbollah en coulisses, en envoyant des armes, ce genre de choses. Mais maintenant, ils sont prêts à le soutenir militairement, en attaquant Israël si quelque chose de grave se passe au Liban. C'est une nouvelle forme de stratégie de la part de l'Iran. Et est-ce que ça reflète, je pense à ces élections, celles que Condoleezza Rice avait insisté pour organiser, c'était quoi, en 2006 à Gaza? Et tout le monde disait « Ah oui, on va gagner, bien sûr qu'on va gagner ». Et puis Hamas a battu, sans aucune difficulté, l'autorité de façade, l'autorité palestinienne. Les gens se demandaient « Mais comment c'est possible, ce groupe violent ?» Et moi je disais « Écoutez, à peine un dixième du Hamas est violent. » Et ce type de violence contre l'occupation est légal selon le droit international. Mais le reste du mouvement est populaire parce qu'il s'occupe de sa population. Ils ont des hôpitaux et des gens qui distribuent la nourriture. Et quand ils ont gagné haut la main contre l'autorité palestinienne, on a essayé de renverser ça, bien sûr, avec une tentative de coup d'État. Et ça n'a pas marché, d'accord? Eh bien, ça m'a servi de leçon. C'est pour ça que le Hamas et le Hezbollah, là-bas, sont populaires. Et apparemment, c'est aussi pour ça que l'Iran se soucie du fait qu'il soit opprimé, réprimé, voire anéanti ou victime d'un génocide, non? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Et j'espère que je ne vais pas avoir de problème en disant ça. L'Iran se soucie un peu plus des êtres humains que ceux qui commettent un génocide ou qu'ils permettent dans des endroits comme Gaza. C'est bien ça que vous dites. Oui, voilà comment je vois les choses, Ray. L'Iran ne va pas reculer. Peu importe les efforts des États-Unis pour convaincre ou faire pression sur lui. Parce que depuis des années, Ray, ils utilisent tous ces pays du Golfe autour de l'Iran pour montrer à quel point leur économie va bien. Ils veulent dire au peuple iranien, regardez ces pays du Golfe, regardez comment ils vivent, dans le luxe, alors que vous subissez des sanctions énormes, avec une inflation très forte à cause du gouvernement, parce qu'il n'est pas capable de faire mieux. Ces pays ont servi de véritables machines de propagande pendant très longtemps, dans le but de manipuler la société iranienne. Mais je pense que ce que les Iraniens retiennent de cette guerre, c'est la réalité. Parce qu'ils ont vu qu'en 40 jours de guerre, les Émirats arabes unis étaient déjà à court d'argent. Quelle sorte d'économie est-ce que c'est? S'ils sont vraiment aussi riches, aussi puissants, aussi importants, alors ce ne sont pas de vrais pays en ce moment, parce que tout est en train de remonter à la surface pour le peuple iranien. C'est ça, la prise de conscience des Iraniens, je crois. Et ils savent qu'avec l'attaque contre l'Iran, Ray, quelque chose de très profond est en train de se passer au sein de la société iranienne. Alors, supposons l'agenda israélien. Quel est le problème avec les États-Unis? L'Iran ne voit aucun problème avec les États-Unis sans l'agenda israélien. Le seul problème que l'Iran voit avec les États-Unis, c'est l'agenda israélien. Le fait que les États-Unis soient utilisés dans la région comme un intermédiaire, c'est dévastateur pour beaucoup de gens parce que la société n'est pas très politisée. Les gens vivent leur vie, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière cet agenda. Mais quand ils voient comment Israël a réussi à entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, après la guerre en Irak et celle en Afghanistan, et qu'ils reviennent vers les Iraniens, ils savent ce qu'était l'Iran avant que cette guerre ne commence. Pourtant, ils ont lancé cette guerre. C'était un pari énorme de la part des États-Unis. Oui, et comme je l'ai cité, le secrétaire d'État Rubio a dit qu'Israël avait commencé et donc on devait s'impliquer. C'était sans doute pas une grande surprise pour Rubio, mais le fait qu'il l'explique de façon aussi directe en disant « Eh bien, vous savez, l'Iran va s'en prendre à nous
parce qu'ils savent qu'on est liés à Israël comme les deux doigts de la main. Donc, on a dû y aller pour que nos pertes ne soient pas moindres. Mais il y a une source encore plus intéressante. Il s'appelle Joe Kent, d'accord? Numéro 2 dans le dispositif national du renseignement, chef de la lutte antiterroriste. Quand il a vu l'attaque non provoquée contre l'Iran, il a écrit une belle lettre au président Trump qu'il admirait auparavant, et il lui a dit « Monsieur le Président, je dois démissionner par principe. » Mr. President, I have to resign on principle. This attack on Iran was in response. Cette attaque contre l'Iran ne répondait à aucune menace imminente venant de ce pays. Elle était entièrement due à Israël et à ses soutiens aux États-Unis. Point final. Fin de citation. Mon Dieu, voilà un homme qui non seulement démissionne par principe, mais qui, en une seule phrase, explique clairement pourquoi il l'a fait. Était-il bien informé? Personne n'était mieux informé que le chef du contre-terrorisme, juste en dessous de Tulsi Gabbard. Donc, les gens peuvent comprendre ce qui se passe, du moins dans la mesure où notre presse le reflète. Et tout ce que j'essaie de dire, c'est que oui, les Iraniens le savent aussi. Et il semble y avoir une dose inhabituelle d'humanité, si on peut dire. De l'empathie, de la compassion pour les peuples opprimés, tout comme les Iraniens l'ont été autrefois. 1979? Oubliez. 1953, c'est là que tout commence. Et juste pour rappeler aux gens, même si vos téléspectateurs n'ont sans doute pas besoin qu'on le leur rappelle, c'est à ce moment-là que Mossadegh, le seul premier ministre iranien élu démocratiquement par le peuple, avait été choisi, quelques années plus tôt, vers 51 ou 52. Et puis il s'est dit, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on donne aux Britanniques 90% de nos revenus tirés du pétrole qui se trouve sous notre sol? Parlons-en. Et ensuite c'est devenu, nationalisons tout ça pour que notre peuple, le peuple iranien, puisse en profiter et se développer. Et là, le MI6 britannique s'est tourné vers la toute jeune CIA, 6 ou 7 ans d'existence à peine, et leur a dit « Eh les gars, voilà ce qu'on fait quand un type comme ce Mossadegh, en Iran, commence à penser que le pétrole sous son sol lui appartient. » Et vous connaissez la suite, d'accord? C'est là que tout a commencé. Et quand le Shah, aussi cruel qu'il était, avec la SAVAK, qui n'avait rien à envier à la Gestapo, est tombé malade, souvenez-vous, c'était dans 78-79, Jimmy Carter, par pure bonté, l'a laissé venir aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'un Iranien ordinaire pouvait penser de ça? Mon Dieu, il est peut-être malade, il va peut-être mourir, mais ils vont sûrement trouver un autre type pour le remplacer. Non? Et donc, je ne cautionne pas la prise d'ambassade, mais c'est pour ça qu'ils y sont allés. Ils savaient que les archives révéleraient ce qui s'était passé en 1953, et ils voulaient montrer au reste du peuple ce qui risquait d'arriver si le Shah parvenait à imposer sa volonté à cette administration américaine. C'est justement pour ça qu'on dit que ça aussi, ça reste en travers de la gorge de beaucoup d'Iraniens. Moi, j'étais à peine en train de finir l'école primaire en 1953, mais je m'en souviens. Je me souviens l'avoir vu dans le magazine Time. Mossadegh, homme de l'année dans Time, juste pour une année, hein? Et ensuite, ils s'en sont débarrassés. Voilà le contexte. Alors, s'il vous plaît, ne commencez pas. Je ne parle pas de vous, hein? Mais ne commencez pas avec 79, bon sang. Commencez avec 1953. Et quand j'étais à la CIA, j'ai eu des amis qui ont pas mal changé leur vision du monde. Mais à l'époque, ils avaient participé au projet Ajax, d'accord? C'est comme ça qu'ils ont appelé l'opération, où ils ont renversé Mossadegh. Et ils étaient aussi impliqués dans d'autres choses. Mais je ne veux pas monopoliser la conversation ici. Ce que j'ai déjà un peu fait d'ailleurs. Oui. Ray, je pense qu'un autre sujet très important en ce moment, c'est la situation en Ukraine.
L'Ukraine utilise des drones contre la Russie, et ces drones sont fabriqués en Ukraine, au Royaume-Uni et aussi dans d'autres pays européens. Et ils n'ont pas l'intention de reculer. On voit même Mark Rutte venir aux États-Unis pour parler. Il devient littéralement une sorte de marionnette de Donald Trump, en essayant de vanter à quel point Trump a été formidable jusqu'ici et qu'il fait du bon travail. Et Donald Trump, en réaction à ce genre de propagande, déclare que Zelensky s'en sort bien et qu'il faut voir ce que Zelensky cherche à accomplir. Quelle est la position de l'administration Trump sur la question ukrainienne? Est-ce une priorité pour Washington? Ou bien la Russie doit-elle trouver une autre solution à la guerre dans laquelle elle est engagée? C'est un peu un cirque tout ça. C'est fait pour détourner l'attention du fait que la Russie va gagner cette bataille sur le terrain là où ça compte d'ici la fin de l'année. Tout le reste, ce sont des piqûres d'épingle. Vous savez, un petit rappel historique. Quand Arthur Schlesinger Jr., l'historien, a été chargé par John F. Kennedy d'une petite mission sur le renseignement, il a fait une découverte vraiment stupéfiante. 80% des informations dont disposaient les analystes du renseignement sur l'Union soviétique à l'époque provenaient de sources ouvertes, ce qu'on appelait l'analyse des médias. Pas d'espions? Non, pas d'espions. Quelques espions? Oui, bien sûr, mais avec une influence marginale. Les moyens techniques, ce genre d'outils servait surtout à confirmer ce que le Kremlin avait déjà dit. C'était en 1962, juste après la crise des missiles de Cuba. Ou non, 1961, juste après la baie des cochons. Bon, avançons un peu dans le temps. Quand Ronald Reagan est arrivé en 1980-81, une vingtaine d'années plus tard, Bill Casey, le directeur de la CIA, lors de la première réunion du cabinet, un ami à moi était présent et a pris des notes, d'accord? Il a dit « Vous savez, j'ai découvert en arrivant ici que les analystes ne comptent pas sur les espions. » 80%, le même chiffre. 80% des informations viennent de sources ouvertes. Il y a donc quelque chose qu'on appelle l'analyse des médias. Et ce que disent les Russes, ça compte. Et quand ils divergent, quand ils essayent d'expliquer, bon, je vais vous donner quelques exemples. C'est comme on dit dans le Bronx, je vais vous donner un exemple, d'accord? Alors voilà, Zakharova, il y a 2 jours à peine, on lui pose des questions sur tout ça, sur toutes ces frappes de drones, et elle répond, eh bien, vous savez, l'Occident répand des histoires sur une victoire imminente. Ils veulent convaincre leurs alliés que c'est à portée de main. Kiev poursuit donc un seul objectif, et tenez-vous bien, nous pousser à monter les marches de l'escalade pour obtenir de nouvelles tranches d'aide militaire et financière de l'Occident. Une aide qui, inévitablement, sera dévorée par les piranhas du gouvernement de Kiev, qui voleront l'argent, le mettront dans leur poche, puis demanderont aux pays de l'OTAN et de l'Union européenne d'entrer dans une confrontation directe avec la Russie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations, même de la part d'analystes russes respectés comme Dmitry Trenin, disant qu'on ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. Nous avons déjà nommé certaines usines et installations militaires en Europe qui aident les Ukrainiens à faire tout ça. Vous savez, il se pourrait bien qu'on doive les frapper. Alors, la question c'est, est-ce que la Russie riposterait en frappant un territoire appartenant à un membre de l'OTAN? C'est vraiment la grande question, vous voyez. Même si ce n'est qu'une attaque conventionnelle, est-ce qu'il le ferait? La plupart de mes collègues disent que probablement ils y seraient contraints, que l'opinion publique est tellement... Enfin, moi je dis non. Je pense que, dans la tête de Poutine, quand il se retrouve face à ce genre de dilemme, il dit à Lavrov, à Ushakov et à tous ceux qui l'entourent, « Bon, qu'est-ce que vous en pensez si, par exemple ?» Et pourtant, on les a prévenus de ne pas le faire.
Disons que les Lettons laissent les Ukrainiens utiliser une de ces bases qu'on a préparées pour eux. Qu'est-ce qu'on fait s'ils le font? Est-ce qu'on ne doit pas riposter contre la Lettonie? Et la réponse, jusqu'ici, a été non. And the answer has been no.